Le niveau 4 est destiné au noyau dur des fans de multivers. Aucune loi de la nature n'y est plus fixe. Il n'existe pas de théorie physique globale. Tout ce qui n'est pas contredit par la logique existe vraiment. Certains univers sont constitués d'une saucisse au curry qui parle et du chiffre 7. Tobias Hurter et Max Runner, les univers parallèles. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast Inachevé. Inachevé. Je suis Inachevé. toujours accompagné de Louis et de Marine. Bonjour à vous. Bonjour Vincent. Ça va? Mais qu'est-ce que tu racontes? Très bien. Donc c'est notre deuxième épisode. Moi je suis installé au Canada depuis peu, donc c'est le premier épisode qu'on enregistre en étant À distance. à distance sur des continents différents. Exactement. Donc aujourd'hui nous allons parler du multivers. Grand sujet. J'espère que c'est un sujet qui vous inspire. Je sais pas, Louis. Un peu intimidant pour être honnête, mais bon, on va quand même essayer de faire notre mieux. Bien sûr, alors pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, on va évidemment expliquer ce que c'est que Ou pour les podcasteurs. Hein. Oui, pour les podcasteurs aussi. Oui, c'est vrai. Donc on va expliquer ce que c'est. Donc le multivers, vous pouvez déjà entendre une espèce d'homonymie avec le mot univers, donc ça devrait déjà vous mettre sur la piste. On va rapidement revenir sur la genèse de ce concept, puisque c'est une notion en fait qui a une histoire, qui s'ancre dans la philosophie depuis la philosophie antique. Donc c'est loin d'être une idée aussi récente que ce qu'on pourrait croire. Et ensuite, on va aborder une espèce de réflexion collective sur la place que prend ce concept dans notre condition contemporaine, et peut-être aussi ses conséquences, voir ses limites aussi. Donc, Louis et Marine, si je vous parle spontanément de multivers, à mon avis, dites-moi si je me trompe, mais ça vous évoque quand même de la science-fiction et peut-être aussi de la science, en fait, de la physique, donc tout simplement. Alors, vous avez réalisé quelques lectures sur le sujet pour qu'on puisse échanger ensemble. Alors, je précise quand même qu'on va se baser particulièrement sur le livre de Tobias Hurter et Max Runner, donc Les univers parallèles, du géocentrisme au multivers. Ce qui est d'ailleurs un titre intéressant, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais parce que euh, le titre même montre que l'angle de recherche, c'est d'abord de penser ou de traiter le multivers dans la suite des révolutions cosmologiques. Donc, c'est-à-dire en fait qu'on serait passé du statut dominant du géocentrisme à une situation contemporaine où la vision dominante serait celle du multivers, ce qui est peut-être un petit peu fort, mais ça, on va y revenir. D'ailleurs, il me semble qu'il emploie également l'expression où il fait une allusion au fait que le multivers constitue une véritable révolution paradigmatique au sens kuhnien du terme, ce qui me paraît aussi un petit peu aventureux. Et ça, on va le voir. Je vais essayer de pas trop en dire, mais c'est vrai que le multivers, avant tout, c'est quand même une entité spéculative. Alors, je vais quand même un peu subtiliser l'idée de Marine au cours du dernier podcast, mais je trouvais ça assez intéressant d'offrir cette ouverture à la discussion. Ce serait d'abord de vous interroger. Donc, vous, comment est-ce que vous décririez en 2 mots le multivers, là, vraiment sans réfléchir, de but en blanc? Je pense que Marine s'est préparée à la question, mais je vous écoute. Non, mais je me suis pas préparée à la question, mais je me souviens que tu nous avais dit initialement de faire attention à différents concepts en amont des lectures. Du coup, j'avais vraiment essayé de les distinguer. Donc oui, enfin, juste pour reprendre un peu ce que tu disais, pour jumeler ça un peu à ma réflexion, c'est vrai que le multivers, on entend ça un peu à tort et à travers en ce moment, surtout avec justement les films. Un peu plus maintenant par les livres, il y a une sorte de croisement entre différents mondes, et donc c'est vrai que, à mon sens, moi initialement je savais pas du tout qu'il y avait toute une histoire un petit peu philosophique et scientifique derrière, et c'est ce que j'ai découvert grâce aux lectures. Donc pour moi le multivers, voilà, c'était une façon possible d'appréhender le monde, euh, sachant que, voilà, moi ce qui m'avait surtout beaucoup intrigué dès le début, c'était l'idée de science derrière. En quoi justement le multivers cachait différentes
capacités physiques ou scientifiques et ce que ça pouvait signifier à l'échelle un petit peu plus globale. Donc moi, du coup, je vais laisser la parole à Louis pour qu'il en dise aussi davantage, mais j'aurais quelques petites questions à te poser, du coup, Vincent, vis-à-vis de ça. Bien sûr, bien sûr. Louis, vas-y, on t'écoute. Ouais, non, moi c'est plus une question sur, en gros, peut-être ce qu'on pourrait dire la théorie du multivers, et aussi explorer un petit peu les typologies employées pour parler de cette théorie. D'ailleurs, est-ce qu'on peut même parler d'une théorie dans le langage de l'épistémologie, donc des sciences? Parce que moi, par exemple, dans le livre que tu as conseillé, il y a toute une espèce de rétrospective sur l'évolution de cette pensée du multivers, une pensée qui est plutôt abstraite au début et qui finit en fait par être légitimée par, par des scientifiques, hein, tout simplement. Et moi, je rebondis un petit peu sur la question de Marine, c'est est-ce que on peut parler de théorie du multivers de la même manière qu'on parlerait de la théorie du géocentrisme, pardon, de l'héliocentrisme, pardon, et pas du géocentrisme, mais aussi peut-être aussi une question sur le fait que les scientifiques, enfin, certains scientifiques disent que, par exemple, accepter la théorie du multivers voudrait dire qu'il n'y aurait plus de science possible. Mhm. Ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment... en fait, c'est là qu'on passe du côté plus fictionnel, on va dire, de la théorie. Donc ça sera peut-être un chapitre Absolument. ultérieur de notre épisode, mais voilà. Mais je pense que de toute manière, on va devoir passer par cette réflexion-là. Je pense qu'elle est extrêmement intéressante, puisque je pense quand même que le statut épistémique du multivers, il conditionne aussi sa cohérence en tant que concept. Donc ça, on va y revenir un petit peu. Et j'aime beaucoup que tu parles de pensée du multivers, parce que ça évite de le traiter d'emblée comme une théorie. Ça, on va en discuter aussi. Donc, je trouve que l'expression de pensée du multivers est très, très intéressante et peut-être qu'on peut la conserver au moins pour le début de ce podcast. Donc, si je voulais recueillir votre manière, voilà, de considérer le multivers, c'était avant tout pour essayer, voilà, de constater quelle marque aussi la science-fiction aurait laissé sur votre conception. C'est un peu biaisé parce que vous avez quand même réalisé plusieurs lectures. Vous n'avez pas seulement vu des films sur le multivers. Alors, le but de ce podcast, c'est pas de retracer une généalogie ou une archéologie du concept de multivers, parce que ça a déjà été fait. Donc évidemment, on va évoquer ses origines, mais ce travail généalogique, il a déjà été effectué, par exemple, dans le livre qu'on a pu lire ensemble. Donc on va pas répéter ça, on va aussi essayer d'apporter une problématisation qui soit un peu plus personnelle. Donc, ce serait déjà important de résumer rapidement l'évolution de ce concept. Alors, il faut préciser qu'on parle jamais d'emblée de multivers, on parle de monde possible, on parle de monde parallèle, on finit par parler de multivers de manière quand même assez récente. Donc, c'est une notion qui trouve ses origines déjà chez Démocrite, donc dans la philosophie antique. Alors, on n'a pas la notion d'univers à ce moment-là, on a la notion de monde. On va pas trop s'attarder sur ces différences parce que on n'a pas abandonné non plus la notion de monde nous-mêmes. Donc, c'est pas une distinction sur laquelle on va beaucoup s'attarder tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que la notion de monde possible, elle prend énormément d'ampleur avec Leibniz au XVIIe siècle, donc en Allemagne. Et ça, on va peut-être s'y attarder un tout petit peu pour expliquer un petit peu ce que c'est. Et puis, pendant quelque temps, le concept est assez périphérique en philosophie jusqu'à ce qu'il soit véritablement ressuscité par la logique modale avec Saul Kripke, avec Carnap, dans les années 70. Et c'est à ce moment-là que la physique moderne s'empare de cette idée. Alors, entre-temps, on sera passé d'une théorie des mondes possibles à la théorie du multivers. Euh, mais en fait, à partir de ce moment-là, donc à partir de la sémantique modale et de l'intérêt des physiciens pour cette notion, commence à s'instiller aussi dans la science-fiction. En fait, ça commence surtout par les comics et aussi les romans de science-fiction. Ce concept de multivers, et particulièrement depuis ces dernières années, hein, on observe un accroissement hyper notoire de la notion de multivers dans le cinéma. Et on peut dire quand même que le concept atteint le pic de sa popularité depuis à peine quelques années, puisque des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de cette pensée, eh bien, savent maintenant de quoi il en retourne. Oui, c'est partout maintenant. Exactement. La plupart des films, enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, enfin, Hmm. en tout cas de cinéma, cinéma de science-fiction ou de cinéma de super-héros, ça intègre quand même
euh, très très largement cette idée, ce qui pourrait faire penser que c'est un nouveau paradigme ou moins de science-fiction, à défaut d'être considéré tout de suite dans notre réflexion comme un nouveau paradigme scientifique. Donc ça sera assez intéressant. On va aussi y revenir. Donc on va pas retracer. Oui, Marine, qu'est-ce que tu veux dire? Non, désolée de te couper. Donc, juste une toute petite question pour que les choses soient bien claires. Ouais, Donc, d'un côté, on a le concept très philosophique de monde possible, avec tout ce ouais. que ça importe de bagages philosophiques avec Leibniz, etc. Toute Hmm. l'idée aussi de nécessité logique. Et ensuite, d'un autre côté, on a l'idée presque quasi scientifique, en tout cas qui s'est développée comme telle et qu'après dont le public s'est saisi, de multivers. Mais donc du coup, entre les deux, il y a un pas à franchir. Est-ce que ce pas à franchir, c'est une sorte de démocratisation d'un phénomène scientifique ou alors est-ce que c'est une mauvaise compréhension du terme? Comment on a franchi ce pas en fait en quelques années? Parce que maintenant, enfin, je veux dire, il y a une sorte d'engouement un petit peu pour les sciences de tout temps. On essaye de les mettre. Enfin, je veux dire, même avec Oppenheimer, voilà, dans tous les films, on essaye de mettre un peu de science, etc. Et c'est quelque chose qui est très apprécié du public. Mais voilà, de là à franchir le pas pour et essayer de comprendre un phénomène aussi compliqué que le multivers, comment ça se justifie en fait? Comment on saute ce pas-là? Alors, je suis pas expert, mais il me semble quand même que des théories comme la théorie des cordes en physique, par exemple, c'est un peu ce qu'on retrouve dans le livre de Tobias Hörter. Ça a pu nourrir une espèce de scientifisation de ce concept-là. Mais en fait, à la base, les scientifiques ils ne font que reprendre la logique modale. Euh, on va voir comment cette sémantique logique, en fait, elle fait quand même un pont assez intéressant entre la philosophie pure et la science qui, en fait, est de la logique aussi. Donc, du coup, ça permet de créer un pont assez intéressant. Oui, Louis. Oui, bah, moi c'est vraiment pour rebondir du coup sur la question de Marine qui est vraiment de dire en fait sauter le pas entre la science et la popularisation du terme et de la notion. Juste peut-être une question pour ceux qui ne seraient pas experts, mais par exemple, quelle serait la différence entre la théorie de Leibniz, parce qu'on a dit tout à l'heure que Leibniz était l'un des premiers à apporter dans le débat philosophique cette notion de manière un peu plus sérieuse. Euh, Quel est l'apport en fait de Leibniz par rapport à cette notion et est-ce qu'on retrouve en fait par exemple euh, enfin, cette définition-là dans une définition plus contemporaine, c'est-à-dire est-ce que Leibniz a vraiment influencé le terme au point qu'on en parle encore aujourd'hui ou est-ce qu'on est sur totalement autre chose dans les théories du multivers Alors, c'est très très intéressant. En fait, la pensée de Leibniz, elle est assez unique puisque lui, il opère une synthèse entre une conception du monde cosmologique et une conception modale. Et donc, en fait, on peut quasiment dire qu'il a initié les débats qui ont été investigués par Kripke et par Carnap dans les années 70. Donc, il a un énorme rôle, mais on peut en parler un petit peu rapidement quand même Oui, de, parce que je euh, pense que Leibniz. Donc, Ce bon vieux Leibniz. ça permet aussi de définir par exemple ce que tu entends par conception cosmologique et conception modale. absolument, Je Ah pense oui. que pour des non-initiés comme bien nous, sûr. ça fait un petit peu barbarisme, mais en fait c'est vraiment Absolument. très Non, non, mais référencé. je pense que c'est assez important. Alors, Leibniz, la plupart des gens en fait le connaissent parce il est pastiché en fait dans le Candide de Voltaire sous la figure Pangloss. Et donc, je pense même qu'on peut l'introduire par là, c'est que le personnage de Pangloss dans Candide ne cesse de répéter cette idée que tout est au mieux dans le meilleur des mondes possibles. Le meilleur des mondes possibles, on réalise pas toujours ce que ça veut dire quand on le lit, mais en fait, c'est quand même lourd hein, de présupposer. Donc Leibniz, c'est un philosophe allemand qui a beaucoup réfléchi sur la nature de la création divine et donc bah, il est plutôt connu en France pour ce que lui a reproché un peu naïvement Voltaire. Donc en fait, on ne se doute pas, mais cette phrase, le meilleur des mondes possibles, elle a à voir avec la théorie évidemment leibnizienne des mondes possibles, si on s'en doute un petit peu quand même. Car pour Leibniz, en fait, notre monde, le monde dans lequel on vit, n'était pas l'unique monde possible en réalité, puisque Dieu a envisagé une infinité de mondes, et parmi cette infinité, c'est le nôtre qu'il a sélectionné, à savoir le monde tel qu'il est actuellement. D'ailleurs, je vais retrouver une citation de Leibniz qui pourrait être assez intéressante. Euh, il dit, voilà, mais Dieu a choisi
celui, donc le monde, qui est le plus parfait. Et il explique ce que ça veut dire, c'est-à-dire celui qui est en même temps le plus simple en hypothèse et le plus riche en phénomènes. Donc, en fait, le monde le plus parfait, c'est le monde le plus efficace. C'est celui où le ratio hypothèse-phénomène est le plus simple et le plus efficace. Donc c'est ça qu'il entend par le monde le plus parfait. Euh, c'est pas une perfection poétique, en fait, c'est réellement une perfection logique. En fait, il y a une infinité d'autres mondes possibles, mais qui seraient tout simplement, eh bien, euh, plus complexe en hypothèse et peut-être moins riche en phénomènes. Et c'est notre alternative, c'est-à-dire le monde instancié, donc notre monde, qui, à ce titre-là, est le plus parfait. Donc, quand on parle de monde possible, c'est chez Leibniz, c'est à ce titre-là. Dans l'article que je vous ai transmis, voilà, il y a cette phrase assez intéressante qui dit que l'existence des mondes possibles assure alors la contingence du monde actuel. Et également, voilà, les mondes leibniziens sont des ensembles de concepts représentés par l'entendement divin dont le meilleur est porté à l'existence par un choix divin. Donc voilà, ça c'est très précisément la définition de monde possible chez Leibniz. Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour toi, Louis? Bah, déjà, ce qui est sûr, c'est que ça montre que la conception de Leibniz des mondes possibles, elle s'inscrit aussi dans le cadre d'un choix, ce qui est totalement différent de notre conception moderne du multivers. Enfin, on n'a pas cette notion de choix du tout, hein. Moi, quand je Ça pense, dépend, hein. enfin, on va dire quand on pense de manière dans Oui, de la démocratisé. démocratisée, c'est-à-dire en gros ce que le multivers dit à tout le monde, c'est plutôt, j'ai l'impression, une sorte de coexistence de mondes ou alors un autre monde possible alternatif. Et là, la notion de choix, elle est quand même très religieuse aussi. Et Oui, ça donc c'est. là, il y a quand même aussi je pense qu'il y a un véritable gouffre entre. Mais si tu te souviens de ce film-là, je sens que je vais mal le prononcer. Euh, Everywhere, Ah oui, Everywhere, Everything, Everything, All at Once. Je me voilà, souviens plus. Enfin qui bref, a c'est été un amalgame. oscarisé il y a. Oui, oui. Enfin voilà, bref. Mais c'est toujours, enfin, t'as donc cette contingence des mondes et en même temps, enfin, je veux dire, il y a un choix aussi un peu de dans quel monde on veut, qui on veut être et dans quel monde on veut être Oui, mais le et choix, la il est. personne qu'on veut représenter. Oui, Le choix est pas fait pour toi, quoi. C'est toi qui décides c'est ça. quelle version de toi-même tu veux Mais être. donc la différence, je pense qu'avec Leibniz, c'est qu'il y a vraiment un choix divin. Oui, oui, enfin, un choix au-dessus de Et en enfin, fait, ce qui est fait. bah, ce qui est intéressant, c'est que du coup, le choix divin est passé du côté de l'individu Ouais. dans la conception moderne. Bon, là, je pense qu'on s'écarte un peu du sujet. Mais quand même, je trouve que c'est quand même une Non, non, mais différence aussi, oui. de genre, on va dire. Bah, de toute façon, ça va relativement bien avec l'époque. Je veux dire, on Ouais, est passé finalement de Dieu à l'homme, ouais. et le choix est plus humain. Mais ce que je veux dire, du coup, pour rebondir avec Louis, c'est que la conception de Dieu que tu as évoquée, c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant dans l'idée d'un multivers, dans l'idée d'une réalité scientifique, parce que elle suppose donc que Dieu aurait créé en tout cas nous aurait mis dans une réalité, enfin dans le meilleur des mondes possibles. Et donc, enfin moi personnellement, ça m'interroge dans le sens où, voilà, comment comprendre la place de Dieu dans un univers où tout est possible, où tout semble possible, où mille réalités semblent exister, et voilà, où cette réalité qu'on a là semble être la meilleure. Nous, en tant qu'êtres humains, comment on peut comprendre ça? Oui, alors c'est une question très intéressante. C'est vrai que dans l'histoire du concept de monde possible et multivers, on est passé du choix divin au choix de l'homme. En fait, la place de Dieu chez Leibniz, elle est fondamentale puisque c'est sa volonté qui permet d'instancier euh, un seul monde. Et c'est ça l'énorme différence entre les mondes possibles et le multivers, c'est que dans la théorie des mondes possibles, il n'y a qu'un seul monde qui existe. Et il y en a une infinité qui, et ça c'est un débat très très intéressant, qui existe mais à l'état de possibilité. Donc est-ce qu'il y a quand même une ontologie de la possibilité? Est-ce que exister possiblement c'est déjà exister? Bon, en tout cas, ça n'a pas la même solidité ontologique que l'existence instanciée du monde dans lequel on vit. Dans le multivers, en tout cas dans certaines théories un petit peu hard du multivers, toutes les alternatives existent ontologiquement au même titre que notre monde. Donc ça, c'est l'énorme différence. euh, et c'est les théories physiques qui vont permettre de basculer alors, sur le plan de la théorie de l'un à l'autre. Ça me permet de
d'évoquer rapidement quand même la logique modale qui a ressuscité le concept de monde possible dans les années 70 et qui a permis en fait de créer ce pont avec le concept de monde parallèle. C'est exactement la différence en fait. Et donc je vais pas m'étendre trop sur le sujet parce que c'est un petit peu complexe, mais je peux quand même prendre une petite citation qui résume assez bien les choses. Euh, c'est que tout a à voir en fait avec une description d'état. Dans la logique modale, c'est de la philosophie analytique, le langage est au centre en fait. Et donc, je peux vous citer ce petit extrait. Une description d'état est donc la description d'un état possible du monde tel qu'il est déterminé par les individus existants et par les symboles de prédicats et de relations disponibles dans le langage. Un monde possible est une recombinaison de tous les états de choses possibles. Cette analyse définit la conception combinatorialiste du possible. Bon, combinatorialiste, c'est pour ne pas dire recombinatoire ou combinatoire. En tout cas, un monde possible, c'est une recombinaison de tous les états de choses possibles. Et donc là, on est réellement dans de la logique. C'est que finalement, toute combinaison des états de choses qui n'est pas en contradiction logique, et ben en fait peut constituer euh, un état possible du monde. Voilà, je sais pas si c'est un minimum clair pour vous. On va pas trop s'étendre sur la logique modale. Est-ce que oui, tu as une question? Non, c'est Bah alors, j'ai pas vraiment une question sur ça parce que là, du coup, enfin, ça me paraît plus clair déjà de voir que même au sein du d'accord. débat moderne, il y a plusieurs positionnements. Hmm, Et peut-être du coup, enfin, parce que du coup là, enfin, dans la logique modale, si j'ai compris, c'est une affaire de langage. C'est-à-dire que on ne hmm, parle que d'une recombinaison. Mais est-ce que oui, aujourd'hui, par exemple, quand on parle des théories un peu plus hard, comme tu disais, donc des mondes possibles qui oui, existent, en fait, qui coexistent, enfin, hmm, c'est-à-dire qu'en fait, ils donnent une légitimité ontologique à des mondes possibles. absolument. Euh, Est-ce que cette théorie est validée? Est-ce que en fait, on devrait tout simplement penser le multivers comme deux mondes, enfin plusieurs d'ailleurs, une infinité qui Mhm, coexistent, c'est-à-dire simultanément? Ou alors est-ce que c'est plutôt une question comme chez Nietzsche et donc l'éternel retour, plutôt une question, mhm. c'est-à-dire à l'inverse de l'horizontal, plutôt une question verticale, c'est-à-dire dans le temps, un monde qui est Oui, créé après l'autre et qui se recrée à chaque fois. Bon, voilà, c'est deux visions un peu différentes. Absolument. Alors déjà, il faut savoir qu'en philosophie pure, il y a des thèses qu'on appelle des thèses réalistes qui pensent que les différents mondes possibles, ils existent au même titre que le nôtre. Donc, dans la philosophie, on n'est pas seulement dans une théorie des mondes possibles, il y a aussi une véritable théorie des mondes, des mondes parallèles. Euh, c'est surtout David Lewis qui la défend, c'est lui qui incarne la thèse réaliste de la manière la plus forte. C'est vrai qu'après, il y a plein de sous-théories. Comme tu l'as dit, Louis, il y a même des théories voilà, qui pensent qu'en fait, c'est une question de temporalité, que les différents mondes possibles en fait, s'alternent de manière cyclique dans le temps et ne coexistent pas dans un même espace, mais que c'est une affaire de temps. Il y a même une autre théorie aussi qui est évoquée dans le livre de Tobias Hörter, selon lesquels en fait les mondes seraient imbriqués les uns dans les autres comme des poupées Oui. russes. Donc en fait, il y a plein de manières de concevoir ça. Et donc c'est assez intéressant. Et donc moi j'aimerais aussi vous poser une autre question maintenant, parce que je pense que ça va nous amener au cœur de notre réflexion. Euh, Comment est-ce que le cinéma représente le multivers ou la théorie des mondes possibles? Marine, tu veux commencer? Euh... Oula, j'ai cassé le micro. Comment il le représente? Non, mais enfin, je... Après, il y a effectivement beaucoup de représentations différentes, mais c'est vrai qu'on a vu une sorte d'émergence depuis quelques années de cette idée qu'en fait, voilà, on vit dans un monde et qu'il serait possible de pas se téléporter, mais en tout cas, voilà, de passer d'un monde à l'autre, comme si on sautait de flaque en flaque, mais donc de monde en monde, avec l'idée de dire que voilà, on est dans ce monde qu'on connaît, dont on connaît les règles, dont on connaît la logique, et soudainement, on serait transporté dans un autre monde où on n'aurait plus nécessairement carte en main pour comprendre ce qui s'y passe. Donc un monde où les réalités physiques seraient différentes. Et je pense, bon voilà, l'idée dans ces films-là, c'est de montrer que
par le biais d'endroits, de mondes qu'on ne connaît pas, on essaye aussi de se chercher soi-même. Enfin voilà, il y a toute une quête de soi par la Absolument. quête de l'étranger, enfin en tout cas de l'inconnu. Mm. Et alors je sais pas Louis si tu as des exemples de films en particulier, mais enfin je veux dire ça s'est démocratisé de façon assez généralisée. Flash, enfin tous les Ah oui. épisodes se regroupent. Il y a Oui, c'est même vrai. maintenant, maintenant c'est même plus une histoire de monde qu'on regroupe, c'est l'histoire d'univers fictionnels qu'on essaye de regrouper les uns avec les autres. Donc Ouais. Moi, je trouve ça hyper intéressant aussi parce que tout ce que tu dis, par exemple, sur le fait qu'on se cherche soi-même dans le multivers, par exemple, le film dont on parlait tout à l'heure, donc Everything Everywhere All at enfin, ouais. Once, tout le thème de ce film-là, qui a un petit peu rabâché, enfin, selon moi, mais bon, là, c'est une opinion Oui. personnelle, c'est le thème aussi du nihilisme, c'est-à-dire, en fait, à quoi ça sert de vivre dans un monde où tout est possible, peut-être que dans un autre monde, j'aurais été plus qualifié pour faire telle chose, j'aurais été plus courageux, plus sensible, donc autant ne pas vivre. Donc voilà, en fait, c'est la conclusion un peu bête et méchante, mais bon, c'est comme ça, en fait, que le nihilisme interuniversel, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais est perçu. Et, par exemple, enfin, moi, on pense aux mêmes choses, c'est-à-dire toute la notion de Marvel aussi, Mais qui comment il le emploie développe ça. ça dans Marvel, le J'ai multivers? l'impression que c'est beaucoup plus une J'ai pas question souvenir, je suis pas très de... calée. Enfin, Vincent, tu pourras peut-être confirmer, mais dans les films Marvel, c'est quand même plus une idée d'explorer les possibilités créatives, en fait, plutôt que de parler de nihilisme. C'est plus une question de, oh là là, ok, Spider-Man, dans tel univers, il va être plus dans cette veine-là. C'est vraiment Ah oui, Spider-Man Doctor Strange. policier, Doctor Strange Oui, aussi. oui, Voilà, bon, là, l'univers. c'est très, voilà, mais c'est toute cette notion de explorer les possibles de manière créative, quoi. Alors, ouais. Oui, et les réalités alternatives aussi que ça Oui. peut entraîner. C'est plus un jeu, j'ai l'impression. C'est plus une question on s'amuse avec les possibilités. On s'est mis... Mais il y a une règle toujours, et ça me fait penser au film Cohérence, mais j'ai l'impression qu'il y a une règle qui revient aussi beaucoup dans tous ces films qui traitent du multivers, c'est l'idée que on doit jamais interférer avec la réalité de base. Dans le film, justement, ça s'appelait l'espace de non-cohérence. Hein. Je veux dire, il faut toujours laisser une certaine différence, une certaine marge de manœuvre. En tout cas, il faut pas que les deux mondes se confrontent, parce qu'à partir du moment où deux univers entrent en contact l'un avec l'autre, enfin, ça fait exploser quelque chose. L'espace-temps, peu importe ce que c'est dans telle ou telle série, mais enfin, je veux dire, il y a quelque chose qui est du domaine, voilà, on peut pas franchir, en tout cas, cette barrière. Alors, c'est vraiment génial parce que vous avez dit des choses extrêmement intéressantes. Vous avez parfaitement introduit les problématiques que je voulais absolument aborder. C'est top. Il y avait deux points que je voulais absolument aborder. Marine, t'en as abordé un, Louis, t'as abordé l'autre, donc vraiment, c'est absolument parfait. Donc, Dream Team. donc alors, vous avez bien raison sur beaucoup de choses. Moi, je pense que je vais d'abord revenir sur un point. C'est en fait le statut épistémologique du concept de multivers. Parce que, et c'est dit très clairement dans le livre de Tobias Hurter, je vais vous lire la citation, ce qui est fondamental dans l'idée de multivers, c'est l'indépendance. Ces mondes sont clôturés les uns par rapport aux autres. Aucune relation spatio-temporelle, ni relation causale, ce sont de véritables alternatives. Donc là, c'est très intéressant parce que vous allez voir que c'est quand même parfaitement en contradiction avec la manière dont est représenté le multivers dans le cinéma et la science-fiction en général, puisqu'en fait, le multivers est par définition une impasse épistémique. Il est condamné à rester dans le champ de la théorie. Il ne peut pas se laisser Envoyé, en fait. vérifier, Ouais. voilà, il ne peut pas se laisser vérifier de manière inductive, il ne peut pas être appréhendé par les outils de l'empirisme. Donc en fait, les alternatives au sein du multivers, elles sont totalement imperméables les unes aux autres. Et si on creuse un Et peu, cloisonné. voilà, et exactement. Si on creuse un peu, on comprend que la définition même du multivers dépend de cette impossibilité d'établir inductivement la réalité même du multivers. Parce que si on observe empiriquement le multivers, on observe donc une des alternatives de notre univers qui constitue le multivers, et cela suppose d'y avoir accès. Si nous Bien avons sûr. accès à un autre univers que le nôtre, alors cet univers, eh ben, il est plus hermétique, ces univers ne sont plus distincts. En fait, la connaissance corrompt la notion de multiplicité. Si l'autre univers est alors connu, alors il sera absorbé dans le nôtre et vice-versa. Il ne sera plus une seule et même enfin une alternative séparée, mais il deviendra une seule et même alternative, en fait un seul univers. Et donc pour moi, c'est quand même le gros paradoxe dans la représentation du multivers, c'est qu'en fait le cinéma
il nous présente un fantasme qui n'est pas celui du multivers. Ce qu'il veut, en fait, c'est l'interaction des différents univers qu'il compose. Pour prendre l'exemple du film Marvel vraiment qui est assez récent, c'est Spider-Man No Way Home. Et ben en fait, le fantasme science-fictionnel, ce n'est pas de voir trois alternatives de Spider-Man dans leurs univers respectifs. C'est en fait tout l'enjeu, c'est de les faire se rencontrer, c'est de les faire interagir. Et donc on peut le résumer ainsi, c'est en fait le fantasme du téléspectateur, c'est de voir les trois Spider-Man ensemble. Donc on est bien loin de la définition du multivers à laquelle la philosophie et la science a abouti. Parce que tout le film se structure dans la création d'une seule et unique alternative qui balaye la radicalité et donc la signification du concept du multivers. Et ça, tu l'avais parfaitement dit, Marine, oui. Oui, désolée de t'interrompre. Mais du coup, en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, voilà, le cinéma joue un peu aussi sur l'envie qu'on a en tant qu'être humain de connaître différentes possibilités. Et bon, du coup, je reparle du film Cohérence, mais il y a un moment donné dans ce film où une des protagonistes explique clairement que voilà, donc ils sont dans une maison, enfin pour résumer rapidement, hein, donc il y a une distorsion dans l'espace-temps, différents habitants dans différentes maisons, et en fait ils se croisent eux-mêmes, et elle dit à un moment donné, je me souviens plus exactement, mais on a la possibilité de se connaître soi, on a la possibilité de se rencontrer et d'acquérir un niveau de conscience plus élevé parce que justement, euh, on fait quelque chose qui serait impossible à réaliser au quotidien, c'est-à-dire Mm. se rencontrer soi avec soi-même. Donc est-ce qu'en fait finalement le cinéma, en permettant cette sorte de collision des mondes possibles, ne permet pas de jouer sur ce fantasme de se rencontrer soi-même et de se rencontrer sous toutes ses coutures finalement? Si, absolument, mais du coup, c'est c'est l'idée en fait d'un univers, mais qui serait enrichi. On est loin de l'idée de multivers, on est dans l'idée d'un univers qui intégrerait en son sein différentes possibilités. On n'est pas du tout dans la multiplicité d'alternatives qui seraient absolument cloisonnées et hermétiques les unes des autres. Mais je suis complètement d'accord. Et d'ailleurs, ça me permet aussi de revenir sur ce que Louis avait dit. C'est que c'est que en fait, je suis assez d'accord avec l'idée que le multivers tel qu'il est représenté, il met en doute le sens même d'une vie dans lequel tous les possibles en fait pourraient se réaliser à l'échelle du multivers. Donc moi j'ai l'impression quand même que ça incarne quand même une espèce de phobie du choix comme sélection radicale. C'est quand même très rassurant le multivers parce que l'infinité des possibles en fait non sélectionnés à l'endroit du choix est épargnée et conservée dans le multivers à l'échelle de notre moi multiversel. Donc en fait à son échelle globale, aucun choix ne sera pas réalisé. Et ça, Louis, est-ce que tu veux revenir sur ce point que tu avais Alors, non, mais je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment une manière de se désolidariser, enfin, peut-être pas, de se déresponsabiliser, pardon. Bon, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais c'est aussi surtout une manière de voir que, comme tu dis, il y a une phobie du choix. Et après, moi, j'aimerais plus rebondir sur le fait que, enfin, moi, il y a un terme que Marine a employé, qui est le terme de fantasme. Et pour moi, en fait, c'est tout ce que l'art peut créer, en fait, peut être relié plus ou moins à la notion de multivers, de l'art narratif et la fiction. Si on prend par exemple le cinéma, on voit qu'il y a une erreur fondamentale dans ce que tu disais entre la conception scientifique et modale et la conception créative, on va dire. Mais par contre, si on prend la littérature, je trouve qu'on est déjà dans une autre démarche. Parce que, alors, effectivement, si on parle de science-fiction, par exemple, on peut tomber dans des excès voilà, où il y a plusieurs mondes possibles qui coexistent, mais dans des récits un petit peu plus sérieux, entre guillemets, par exemple, moi j'aimerais bien parler un petit peu du Maître du Haut Château de Philippe K. Dick, parce que lui, c'est un petit peu c'est un petit peu l'auteur qu'on emploie tout le temps pour dire, ah, c'est lui qui a vraiment introduit la science-fiction de manière sérieuse. Et peut-être du coup pour rebondir sur ce que tu disais, donc relier cette démarche scientifique à une démarche littéraire. Par exemple, bon, je vais pas tout spoiler dans le livre, mais il y a clairement une notion qui implique l'importance de l'auteur. Et l'auteur dans Le Maître du Haut Château, alors peut-être pour résumer un peu, parce que là du coup c'est un peu rapide, mais en gros c'est une uchronie. Donc par exemple on pourra aussi parler de l'uchronie plus tard, mais l'uchronie c'est une manière de considérer l'histoire sous un autre angle et de savoir en fait ce que l'histoire aurait pu être si tel événement a eu lieu. Et donc dans c'est Le un Maître monde du Haut possible, Château, pardon. voilà, Ouais. exactement. Bah là, du coup, c'est vraiment un monde possible selon la science-fiction. Et dans Le Maître du Haut Château, il se trouve que les États-Unis ont perdu la guerre contre l'Allemagne nazie.
et qu'elle est scindée entre une partie occupée par l'Allemagne nazie et une partie occupée par le Japon. Et en fait, dans le livre, il y a cette notion de l'auteur d'un livre, dans le livre donc, qui parle d'un monde dans lequel l'Allemagne a perdu la guerre, et dans lequel, en fait, les États-Unis ont développé ensuite la bombe nucléaire, ont fait tout ce qu'ils ont fait dans notre monde à nous, quoi, en fait. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir, en fait, que l'auteur, en littérature, peut créer, enfin, est vu comme l'espèce de personnification de ce pont, en fait, entre le monde possible et le monde réel. Et déjà, je trouve que c'est pas la même démarche que dans le cinéma type Marvel, type tous les mondes qui se coalisent ensuite. Voilà, c'est. Je sais pas ce que t'en penses, Vincent. Mais moi, je trouve ça super intéressant, j'avais pas du tout pensé, mais est-ce que du coup, dans ce cadre-là, l'auteur ne devient pas un peu un dieu léibnizien en fait? Mhm. Mais c'est exactement ça, parce que, enfin, encore une fois, je vais pas spoiler parce que c'est dans toute la fin du roman qu'arrive ce débat, mais en gros, il est vraiment vu comme un dieu, quoi. C'est-à-dire que il est très distant, il y a vraiment toute une quête autour de l'auteur dans le roman, et voilà, je ne dis Ouais, c'est pas, super intéressant. voilà, c'est vraiment, c'est très intéressant, on voit qu'il y a une espèce de choix, mais un choix littéraire. Et c'est comme si la littérature avait autant de valeur qu'un monde possible, autant de valeur ontologique, comme on le disait tout à l'heure, Ouais. qu'un monde possible, et en fait, la littérature crée un monde, Et plusieurs même. mais c'est tout, en Au fait, sein elle d'un crée un même monde. monde. Ouais. Voilà, c'est ça. Et le monde est créé, c'est-à-dire qu'il existe. Mais on n'est pas dans la démarche. Du coup. Mais même ça me fait penser à l'univers de Bret Easton Ellis aussi, où tu vois, on a plusieurs mondes qui se recoupent les uns avec les autres, où en fait l'auteur, enfin après, peut choisir aussi de réutiliser un univers, Oui, de séparer les univers, de les réunir, enfin vraiment l'auteur comme entité omnipotente quoi, qui peut tout et qui veut tout en vérité. Si d'ailleurs on veut rester dans une démarche un petit peu littéraire, en tout cas sémantique, alors je sais pas trop où je vais avec ça, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi j'ai quand même l'impression qu'il y a de plus en plus d'expressions qu'on utilise couramment qui en fait euh, révèlent quand même une certaine présence de l'idée ou de la prédominance du concept de multivers chez nous. Alors Je suis je d'accord. m'explique, moi je pense par exemple, on est un petit peu dans l'ère de l'expression, par exemple, devenir la meilleure version de soi-même. Je sais pas si vous avez déjà Oui, entendu ça. oui, Et oui. il y a aussi une expression que j'entends de plus en plus, c'est par exemple, il y a un monde où ça fonctionne. Il y a un monde où je suis ou même le diplômé. meilleur des deux mondes. Hein. Ah oui, Oui, c'est vrai. ouais, oui, c'est vrai. Et du coup, voilà, je me demande si il n'y a pas une contamination de la sémantique contemporaine par le paradigme du multivers. En fait, je me suis posé la question, est-ce que par la science-fiction, c'est pas réellement un espèce de d'horizon aussi conceptuel ou philosophique qui a fini par s'instiller de manière un petit peu insidieuse dans notre langage, en fait, et dans notre manière de concevoir notre existence. Mais alors, c'est vraiment une idée que j'ai eue comme ça, mais je sais pas du tout où je vais avec. Je sais pas si vous avez envie de rebondir. Je pense que ça revient un peu avec ce qu'on s'est dit tout à l'heure, avec l'idée de choix. En fait, en faisant transparaître ça dans notre langage, c'est une façon de se déculpabiliser aussi un peu en permanence, de montrer que, en fait, on a plusieurs possibilités et que voilà, on est peut-être à même ou non de choisir, mais c'est pas très grave parce que dans un autre monde, peut-être que ça se passerait pas comme ça. Donc du coup, cette peur un peu pas nécessairement irrationnelle, mais en tout cas cette peur très humaine du choix et de faire le mauvais choix, on essaye de la contourner au quotidien. Et oui, effectivement, par le langage, et c'est quelque chose qui est, t'as raison, enfin, on en entend très souvent parler de cette idée que, voilà, ça se passe comme ça maintenant, mais ça aurait pu se passer autrement. Enfin, cette idée d'un conditionnel omniprésent, un conditionnel qui devient même presque présent, dans le sens où on se le réapproprie en permanence. Ouais, et enfin, je trouve que ça dit quelque chose aussi beaucoup de notre manière de conceptualiser le choix et aussi de notre manière d'avoir un retour sur soi aussi. Par exemple, enfin, c'est pas un exemple, mais on aura très bien pu conceptualiser le multivers comme une sorte de, c'est ce que fait la littérature d'ailleurs, c'est comme une ouverture aux possibilités, mais on est quand même bien plus enclin à la considérer comme, c'est pas, comme le film dont on parlait tout à l'heure, comme une sorte de, d'ouverture vers l'infini, et puis on n'a plus rien à faire, tout est fini, ça sert à rien d'agir. Et c'est quand même une vision qui est assez dépressive. En fait, c'est drôle parce qu'il y a deux visions. Il y a une vision très nihiliste, comme tu l'as dit tout à l'heure, et en même temps une vision très déculpabilisante. Donc d'un côté, ça ne sert à rien, de toute manière, tout est joué d'avance, ou en tout cas, on peut tout faire. Et d'un autre côté, puisque tout est possible, j'ai pas vraiment à m'inquiéter, parce que toutes les résolutions sont aussi possibles de ce point de vue-là.
Ouais. Et je trouve qu'il y a une sorte d'ubiquité aussi, et donc tu parlais de Dick tout à l'heure, mais l'idée de dire voilà qu'on peut être partout au même endroit en même temps, qu'on peut tout faire, et je trouve que c'est une façon de se déculpabiliser et de se rassurer aussi en tant que tel. Donc après effectivement c'est utilisé de façon différente dans le film dont on a mentionné. Voilà, mais moi je pense à un autre film que Vincent tu nous avais conseillé, Mr. Nobody, où voilà l'idée de ne pas choisir en gros permet d'avoir différentes possibilités, et au final voilà je trouve que c'est remettre aussi l'humain au centre de choix, de se dire voilà moi en faisant ce choix là c'est un effet papillon et voilà ce que ça peut donner, mais si je faisais ce choix là voilà ce que ça donnerait après. Et je veux juste rebondir une dernière fois, pour laisser Vincent un peu parler quand même, mais c'est aussi enfin, tout ce qu'on dit sur la responsabilité, j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose que Nietzsche a développé quand il parlait d'éternel retour. Bon, du coup, dans un angle vertical, c'est-à-dire le monde après l'autre, après l'autre, après l'autre. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on agit, en fait, et qu'on fait un choix, ce choix-là est valable pour plusieurs mondes possibles, au lieu d'être totalement différent dans chaque monde. Et si il est valable pour tous les mondes, dans ce cas-là, chaque choix prend une importance radicale. Et en fait, c'est l'extrême inverse de la vision nihiliste. Donc peut-être qu'il serait plus, alors là, c'est là, genre des considérations morales, bref, mais ça serait peut-être plus productif de penser comme ça plutôt que de penser sur l'infini des possibles, qui en fait nous mène nulle part. C'était simplement pour rebondir sur ce que disait Louis en fait. C'est que j'ai l'impression que la fiction comme monde possible, elle ne met justement pas en échec notre choix. Enfin, ce qui est très intéressant dans cette espèce de multivers littéraire dans lequel en fait le dieu leibnizien est tout autant l'auteur que le lecteur qui va choisir aussi ses propres mondes possibles. Eh bien, je trouve que c'est une espèce de multivers assez intéressant puisque ça ne disqualifie pas notre choix et notre monde. Donc c'est sûrement une des approches les plus saines du multivers. Alors peut-être qu'elle n'est pas assez partagée aujourd'hui et que cette contamination de la sémantique par le paradigme des mondes parallèles, elle s'opère aussi par peut-être une appréhension de ces mondes possibles et littéraires de manière un peu plus faible aujourd'hui. Mais j'avais pas pensé aussi à la force de la fictionnalité dans cette ouverture des mondes possibles dont on serait le maître en tant que lecteur aussi. Enfin, voilà. Oui, mais je pense que c'est la force de la création ou de la littérature, c'est qu'elle rejoint les multivers, mais qu'elle en fait quelque chose de vraiment, comme tu disais, c'est-à-dire quelque chose de valable en fait. Mm. Moi, c'est ça que je retrouve aussi dans la littérature. Balzac, il fait la même chose. Il crée Paris, mais c'est pas exactement notre Paris, c'est un autre Paris qui est possible. C'est les mondes possibles de C'est- Pavel. Voilà, ben en fait, c'est parce que Oui, en fait, bah oui. le thème dont on parle tout le temps, en fait, il est quand même mis, voilà, enfin, en théorie par un auteur qui s'appelle Thomas Pavel. Et bon, Ouais. on va pas rentrer là-dedans parce que c'est quand même extrêmement théorique et tout, mais bon, Et c'est tout dense, ce qui est, ouais. voilà. Non mais c'est vrai. Mais moi si je peux rebondir un petit peu sur ce qu'on a dit avant, ce qui m'énerve aussi un peu avec cette idée un petit peu réchauffée de multivers, c'est que comme tu l'as dit, de base, on n'est pas censé connaître théoriquement les différents mondes. Or, on vit dans une réalité où on voit à la télé, où on peut lire, voilà, que il suffit de recommencer encore et encore pour refaire les mêmes choix, enfin, des choix différents, justement, et toujours revenir en arrière. Il y a des millions de films un peu, enfin, c'est un peu dans la logique de Groundhog. Oula, je dis vraiment trop mal prononcé. Groundhog Day. Day. Attends, mais Ah c'est oui. quoi le titre Oui, oui. français déjà? C'est plus du C'est tout. un, Bref, c'est un jour sans fin. Ouais. Voilà, un jour sans Voilà, fin, avec merci. Bill Murray. Ouais, ouais. Mais exactement. Ou If I Stay, enfin il y a plein de films comme ça où en gros on part du principe que le monde de base c'est le monde où on fait l'erreur, enfin l'erreur originelle, et ensuite on a la possibilité de toujours revenir en arrière et de toujours recommencer jusqu'à atteindre la réalité où l'erreur est effacée. Et je trouve ça un petit peu, enfin voilà, c'est sympathique dans la fiction, mais aussi c'est aussi très paradoxal dans le sens où ça va à l'encontre même du principe de multivers tel que tu l'as décrit, et ça va surtout à l'encontre de notre réalité telle qu'elle est vécue. Donc c'est voilà cette fiction un peu irréalisable, on parlait de fantasme tout à l'heure, mais ce fantasme de toujours revenir en arrière, rectifier ses erreurs, d'avoir un monde, une réalité un petit peu distordue, déformée, parce que les anglicismes, merci, mais une réalité un petit peu déformée où on peut toujours voilà arriver à la meilleure version de notre monde, mais plus de façon leibnizienne, mais de façon très individualisée, quoi. Nous, en tant qu'hommes, on peut rectifier notre erreur. Et voilà comment le développement personnel rejoint la théorie du multivers. Enfin, la boucle est bouclée.
Ce qui est super intéressant, Marine, c'est que en fait, moi, ça me fait beaucoup penser à Bergson. C'est qu'en fait, si on lit un peu Bergson, ça Ouh, le s'oppose spécialiste de radicalement. Bergson. Non, mais c'est que ça s'oppose radicalement à une conception où, en fait, la réalité ouvrirait des possibles qui seraient inactualisés et qu'il y aurait comme ça un espèce d'embranchement ou d'arborescence de possibles qui ne seraient pas instanciés, puisque pour Bergson, en fait, il n'y a de possible que ce qui est déjà réel. Le possible, en fait, se conjugue toujours au passé Au antérieur, ou singulier plutôt surtout. Oui, alors oui. oui, mais c'est que en fait, ce qui devient réel aura été possible, mais il n'aura pas été possible avant d'être réel. Donc en fait, Mhm. il y a une prédominance de la réalité sur le possible. Il n'y a pas de possible en fait avant le réel. C'est une idée fondamentale chez Bergson et qui est assez utile si on veut désamorcer en fait l'idée comme ça qu'on a une espèce d'arborescence de possible dans lequel on va opérer une sélection. En fait, non, il y a le choix qui lui est infiniment riche et complexe, qui est une création absolue et en fait qui, de manière rétroactive, va créer le possible qu'il a pu emprunter. Mais de manière rétroactive. Et donc en fait, il n'y a toujours qu'une évolution créatrice en fait. Il n'y a pas une sélection dans un espèce de dédale prédéterminé dans lequel nous, on va opérer notre cheminement. Voilà. Je suis hyper d'accord avec ce que tu dis et du coup ça me fait penser à quelque chose, enfin quand tu parlais de Bergson, je veux dire l'idée juste, en fait l'idée du multivers pour moi elle va à l'encontre de la nature même de l'homme, dans le sens où c'est ce qui fait l'individualité de l'homme, enfin en fait il est constitué de ses erreurs, de ses échecs, de ses choix aussi comme on l'a dit, on n'est pas un personnage de jeu vidéo, enfin je veux dire dans un monde interactif où chaque choix entraîne une conséquence, je veux dire c'est parce qu'on fait tel choix aussi et qu'on ne peut pas revenir en arrière et qu'on vit dans ce monde-là qu'on a voilà le vécu qu'on a et le futur qu'on a et ça me faisait penser à ce que tu disais sur Bergson quand Bergson dit qu'on peut pas revivre deux fois la même émotion, en tout cas qu'il y a une sorte d'individualisme de tout ce qu'on vit, on peut même pas se faire comprendre nécessairement à 1000% par autrui et moi je trouve que le multivers voilà c'est quelque chose qui s'oppose fondamentalement à ça, qui s'oppose à l'individualité de l'expérience humaine, en tout cas à ce que notre expérience a de magnifique dans le sens où elle est singulière et c'est notre expérience. Et Absolument. bah alors moi du coup je rebondis encore une fois sur ce que dit Marine. Je trouve que c'est un petit peu presque... En fait c'est presque un terme un peu fort je pense, mais presque un blasphème de dire par exemple pour l'expérience humaine, de dire qu'elle pourra être reproductible, parce que pour moi c'est plutôt un critère scientifique qu'un critère humain. Mais et je vais peut-être finir sur le podcast là-dessus, enfin aussi, enfin pour revenir sur un angle un peu plus scientifique, parce que là on était quand même dans un angle très littéraire et très voilà. Mais moi ce qui me choque aussi, c'est par exemple toute la notion de d'impossibilité de la théorie, et si la théorie des mondes possibles est prouvée, cela voudrait dire pour certains scientifiques que plus rien n'est possible en fait. Enfin, qu'il n'y a plus de science en fait, puisque tout peut être C'est vrai, oui. évalué en dehors du critère empiriste ou en dehors du critère observable, qui est jusque-là quand même le critère Mm. principal dans l'élaboration d'une théorie scientifique. Et peut-être, c'est ce que j'aimerais poser comme question à Vincent, c'est qu'est-ce que tu penses de cette impossibilité? Est-ce que le multivers est en fait une fermeture plutôt qu'une ouverture Alors dans la C'est connaissance? hyper ouais, intéressant. c'est une manière super intéressante de voir les choses. En fait, c'est ce qui est pas évident, c'est qu'il y a d'autres théories où il y a absolument aucune limite et où la logique en fait est réinventée dans toutes les alternatives. Donc à l'inverse en fait, enfin c'est une nouvelle logique apophantique. Et donc à ce titre-là, on arriverait à une espèce de d'échec de la logique et d'impasse complète de toute possibilité de connaissance. Donc je suis assez d'accord que c'est très intéressant de considérer aussi le multivers non pas comme une ouverture à la connaissance, mais comme une espèce de condamnation de la science en fait. Dans un autre monde possible, notre deuxième épisode n'aurait pas duré 50 minutes, mais dans celui-là, c'est le cas. Bon, c'est vrai que on a C'était énormément passionnant en tout parlé, cas, c'était Vincent. un, Vraiment, ouais. un épisode Incroyable. extrêmement dense. Mais je trouve que
trois mots de conclusion respectifs ont permis de clôturer, en tout cas pour cette fois-ci, le débat de manière très Ouais. pertinente. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a tellement de choses. C'est Euh, presque un débat inachevé et finalement. Enfin, il y Waouh. a tellement de choses à dire sur cette question que. C'est comme si mais notre tu as bien choix raison, avait un Louis. C'est fondement. encore une fois, peut-être, c'est encore une fois un podcast inachevé. Restez à l'écoute et puis on se retrouve très prochainement pour le troisième épisode hein, qui Orchestré sera par Louis. animé par Louis. Louis, est-ce que tu veux nous dire en J'espère. une phrase sur quoi ça portera? Eh bien, ça portera sur l'exotisme en littérature et de manière plus générale en art, en culture. Voilà. C'est un autre sujet, mais voilà. Super. Bah, super. Un Préparez-vous. beau, un beau programme à venir. Eh bien, je vous dis au revoir et puis à très bientôt sur notre podcast. Inachevé.